Bonjour Patricia. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Ça me fait plaisir. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, je vous propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Oui. Ça fait plus de 20 ans que vous communiquez avec des gens morts. Oui, ça fait 26 ans maintenant que ça m'est arrivé. Mais attention, je ne suis pas née comme ça. J'ai pas grandi là-dedans du tout. Ça m'est arrivé brutalement, après la naissance de mon fils, 2 mois après, brutalement, comme une maladie en fait, comme une grippe qui vous tombe dessus. Et alors avant, il faut vous dire quand même qu'avant, je n'ai jamais pensé à ça, ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas eu d'intérêt pour la chose et aussi je n'y croyais pas. Voilà, donc c'est simple. Et puis après la naissance de mon fils, j'ai commencé à développer des états un peu bizarres. Mais le médecin me disait, c'est peut-être un baby blues, c'est la fatigue, ceci, cela. Et au mois de septembre 1995, je vais me coucher. Mon mari est encore en vie à cette époque-là, depuis il est décédé, donc il est à côté de moi, il dort. Et alors que j'étais en train de m'endormir, dans la chambre, j'entends une voix, mais pas dans ma tête, dans la chambre, à côté de moi, une voix qui me dit « Bon, maintenant, lève-toi, prends un papier, un crayon et écris. » Mais tellement fort que j'ai été catastrophée, surprise, apeurée. Donc j'ai allumé la lumière, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit « T'as entendu ?» Il me dit « Quoi ?» Il dormait évidemment, il me dit « J'ai rien entendu, qu'est-ce que t'entends? Tu rêves ?» Je dis « Non, je ne rêve pas. Il y a une voix, quelqu'un a parlé. » Donc je me lève, je regarde s'il y a quelqu'un caché derrière l'armoire, je regarde partout. Mon mari se rendort parce qu'il trouve que je suis un peu agitée pour rien. Et puis j'essaie de me rendormir et j'entends la voix encore qui me dit « Je t'ai dit de te lever, de prendre un papier, un crayon et d'écrire. » Alors, et là je suis sidérée et à la fois terrifiée. Je me dis, est-ce que je le réveille encore une fois? Mais il va m'envoyer au plot parce qu'il va me dire, ça y est, t'as encore rêvé ou tu racontes des bobards. Donc qu'est-ce que je fais? La chose la plus idiote, je me lève, je vais dans la pièce à côté, je m'assieds, je prends un papier, un crayon seulement, et j'ai rien à écrire. J'ai rien à écrire, il se passe rien. À 2h du matin dans ma tête, il se passe rien. Donc, je prends un crayon, mais le stylo se colle directement dans ma paume, mais tout seul, il se colle dans ma paume, et ma main commence à écrire, mais elle écrit toute seule, donc il faut vite que je prenne une feuille de papier. Donc l'écriture automatique. Et l'écriture part en écriture automatique sur 2-3 pages. Je suis ahurie de ce que je vois, je ne comprends pas ce qui se passe, je n'avais pas de connaissances. Il faut savoir qu'il y a 26 ans, quand on ne s'occupe pas de ça, c'est pas comme aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a énormément d'informations là-dessus, mais à 26 ans, il y a 30 ans, on ne parlait pas de tout ça, c'était quelque chose de très confidentiel, il n'y avait pas d'informations qui circulaient là-dessus. On parlait d'écriture automatique dans des livres spécialisés, dans des bibliothèques ésotériques, mais autrement. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, l'écriture n'est pas la mienne, elle est énorme, toutes les lettres sont collées, il y a des fautes, donc je suis... Et ça raconte quoi ce message? Et ça dit ceci, ça dit, ben voilà, comme c'était prévu maintenant, te voici en relation avec nous. Évidemment, dès que tu recevras un message, tu devras le donner. Ne cherche pas à rentrer en contact toi, nous te donnerons les messages que tu devras donner. Et puis, ne cherche pas à faire d'argent, donc tu ne devras pas faire du commerce, tu ne devras pas manipuler les gens, juste dire ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Ça, c'est la première étape, c'est le premier contact. C'est terrifiant. Et quand il vous arrive quelque chose comme ça, comment vous réagissez? La première chose que j'ai pensé, c'est que j'étais folle. C'est-à-dire, je dis, il y a quelque chose qui a claqué dans ma tête, je me parle, je m'écris, et donc demain matin, quand mon mari sera parti travailler, je vais aller voir un psychiatre. D'urgence. Et ça, vous en parlez à votre mari quand même un petit peu? Ah non, parce que si je lui dis ça, il va demander le divorce immédiatement. Je ne lui dis pas. Mon mari il est avocat, il est agnostique, il ne croit pas à toutes ces choses-là. Enfin, il est dans autre chose. Puis on est dans autre chose en fait. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans la spiritualité. Donc oui, le premier réflexe de quelqu'un de normal, c'est se dire ouais, on devient fou, il y a un problème, oui. Et donc vous avez été voir un médecin. Il y a quelque chose, donc je vais voir un psychiatre, mais pour trouver un psychiatre à l'époque, c'est le bottin, c'est les pages jaunes de l'annuaire, et puis les psychiatres, ils ne vous prennent pas tout de suite. C'est des rendez-vous pour dans 10 jours, dans 15 jours. Je dis non, moi c'est ce matin, c'est urgent, c'est urgentissime, s'il y a une urgence. Donc j'en trouve un jeune, qui accepte de me voir. J'arrive chez lui et il me dit qu'est-ce qui se passe. Je lui dis ben voilà, je crois que je deviens folle. Voilà, j'écris ça cette nuit. Je lui raconte
Je dis, je pense que je suis schizophrène. Il me dit, mais on n'est pas schizophrène comme on a attrapé une grippe. Il dit, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez des signes avant-coureurs? Il n'y a pas de signes avant-coureurs. C'est pas ça. Et puis d'un seul coup, au moment où il me parle, je ressens encore cette chose qui arrive, je ressens la main qui veut écrire et je ressens le symptôme, parce que maintenant je les connais les symptômes quand il va y avoir communication. Je lui dis, vite, vite, donnez-moi un papier, un crayon, ça revient, ça recommence. Et là, il me tend un papier, un crayon, je lui dis surtout, pendant que je vais écrire, vous regardez ce qui se passe. Auscultez-moi, regardez mes yeux, regardez ce qui se passe. J'écris une feuille, lui me passe les feuilles, j'écris. Ah ouais, vraiment comme ça. Ouais. Et j'ai très mal au bras parce qu'en fait, ce qui est curieux dans l'écriture automatique, vous écrivez mais vous ne savez pas ce que vous écrivez puisque ça ne passe pas par vos pensées, ça ne passe pas par votre cerveau. C'est quelque chose d'extérieur. L'écriture, elle se fait à l'extérieur de vous. C'est pas d'écriture intuitive. Intuitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse divaguer la pensée. Mais moi, c'est pas la divagation de la pensée, c'est que je ne sais pas ce qui est écrit. C'est la main qui écrit. Ouais. Ça ne passe pas par mon cerveau. Et quand on déchiffre avec le psychiatre, on va découvrir qu'il parle de lui. On parle de lui, de ce qu'il est, de sa vie, de ce qui va se passer dans sa vie. Le deuxième message, ça parlait du médecin. Absolument, qu'il va avoir un enfant qui va naître le mois d'après, que sa maman va partir un peu de temps après. Et donc, il me regarde, il me dit, mais comment vous faites ça? Et là, je lui dis, mais je suis venue vous le demander, justement. Si vous ne pouvez pas me répondre, eh bien, il dit non, moi je ne peux pas. Parce qu'à mon avis, me dit-il, et c'est là qu'il me prononce le mot, ce domaine dans lequel vous êtes plongé désormais, il commence là où le mien s'arrête. C'est la médiumnité. Vous n'êtes pas malade, vous êtes médium. Et là, il me dit ce mot. Et surtout, c'était lié à quelque chose qui était un domaine qui n'était pas le mien. Moi, je travaillais dans une radio, je n'étais pas du tout là-dedans. Pourquoi vous? Pourquoi vous avez été choisi? Est-ce que vous avez cette réponse? Alors, je n'ai pas été choisie, encore une fois. Ils me disent toujours, c'était prévu. Il. Alors, il, c'est ceux qui me parlent. D'accord. On les appelle les guides, mais c'est tellement galvaudé que j'ose même plus dire le mot. Mais vous les voyez physiquement? Moi, j'appelle la hiérarchie. La hiérarchie, c'est mes patrons. Je les ressens, je les vois pas physiquement. Parce que je pense que le physique, ils n'en ont plus depuis une belle lurette. Je les ressens comme des êtres qui sont humanoïdes, qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas de corps, ils ont juste une silhouette en fait, une silhouette. Quand je les entends, quand je les ressens, c'est une silhouette lumineuse, mais c'est une silhouette. Mais ce sont des gens, soit qui ont vécu ici, soit qui vivent ailleurs. C'est-à-dire ailleurs, c'est ailleurs, parce qu'il y a ici c'est la Terre, mais il y a des ailleurs. Alors moi je dis ailleurs c'est quoi? C'est multidimensionnel. Il y a plein d'ailleurs en fait. Ce sont ni plus ni moins des êtres comme vous et moi, qui sont de l'autre côté et qui travaillent à veiller sur nous. Pourquoi? Alors vous me l'avez dit. Pourquoi moi? Ouais, pourquoi vous? Il vous l'explique ça ou pas? Oui, alors ils me disent c'était prévu. Je dis mais c'était prévu quand? Ah, vous-même, vous n'avez pas la réponse? Mais bien sûr, je dis mais pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et quand vous leur parlez, là, vous m'expliquez une conversation, c'est... comme je vous parle. Ah, c'est à voix haute ou c'est dans la tête? À voix haute aussi, souvent. Je lui dis non mais là. Mais vous leur parlez, vous les imaginez? Non, je dis pardon, là il y a quelqu'un, par exemple quand je suis paumée, et que je suis pas très contente parce que je trouve que je suis pas tellement aidée sur mon... Je m'arrête et je dis aux gens de faire comme ça. Et je dis, mais oh, il y a quelqu'un là. Parce que si vous êtes 2 secondes dans le quartier, vous pouvez jeter un œil par ici, parce que ça va pas du tout là. Moi, j'arrête pas de bosser, mais vous ne m'aidez pas. Et là, pouf, je sens la connexion. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une connexion de médium? Comment ça vient? Pour moi, je vous raconte comment ça vient. C'est très bizarre en fait. Les premières fois que c'est arrivé, je saute un peu les étapes, hein, mais je vais retomber sur mes pieds quand même. Quand j'ai commencé à entendre les voix, quand j'ai commencé à sentir que j'étais médium, que je faisais de l'écriture automatique, une semaine après, l'écriture automatique c'était plus suffisant, je voyais les morts. Je vois les morts, c'est-à-dire que je vois des gens, quand je me promène dans la rue, quand je suis dans des soirées, je vois des gens qui ne font pas partie de la compagnie, mais qui sont là. Et au début, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Je voyais bien que ce n'étaient pas les mêmes. Et je voyais bien qu'ils étaient en 2D, pas en 3D. Ils étaient en 2D. C'est-à-dire comme des cartes postales qui n'ouvrent pas la bouche et qui vous parlent. C'est extrêmement bizarre. C'est ça qui est très intéressant avec vous, c'est que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas croyante. Et avant tout ça, c'est ce que vous racontez, vous y croyez pas vraiment et surtout vous traitiez à l'époque tout ce monde-là, les médiums, un petit peu de charlatans. Ce que je continue de faire. Hein. Ah d'accord, ok. Je plaisante. Non, certains oui. Je continue à avoir beaucoup de recul par rapport à ce monde-là. Aujourd'hui,
vous voyez exploser des milliers de médiums qui ne sont pas forcément médiums. Mais qui ont quand même une petite sensibilité. Ils ont une sensibilité, mais c'est ce que je leur dis. Je dis, écoutez, qu'est-ce qu'un médium? Un médium, c'est quelqu'un qui peut discuter avec des gens, avec des morts. Notamment, moi, je discute et je vois des morts, et je peux rentrer en communication avec eux. Je ne vais pas les chercher, ils viennent à moi. La médiumnité, c'est l'intermédiaire. On est intermédiaire entre une dimension et une autre. Entre des choses que l'on voit et des choses que l'on ne voit pas. On est l'intermédiaire entre l'invisible et le visible. Ce que je veux dire, c'est que la médiumnité, c'est une science qui n'est pas exacte, c'est quelque chose... Ce sont des gens qui servent d'intermédiaire à des forces de l'invisible qui vont les utiliser pour communiquer avec les forces du visible. Voilà, c'est ça. Faut pas croire qu'on arrive quelque part en disant « j'ai de l'amour, hop, je vous fais passer de l'autre côté, je suis passeuse d'âme ». C'est pas vrai, mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, je dis aux gens, alors je me fais évidemment très malmener, ouais. mais parce qu'il y a une mode qui veut qu'on soit passeuse d'âme et qu'on dise « ah, je fais une prière et il va passer ». Mais c'est ridicule, mais c'est grotesque ce truc, faut arrêter de dire des bêtises. Quand vous allez dans un château millénaire où il y a des soldats encore qui sont dans les lieux et des types qui sont avec les hallebardes, vous croyez qu'en disant « je t'envoie vers les anges », ça va suffire ? Non, il faut négocier, il faut jouer le rôle de négociateur. Et ça, vous travaillez sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours. Oui, ça dure des semaines, des mois. J'ai jamais vu un truc avec une prière en disant « ah ça y est, il est parti, pouf, il s'est volatilisé ». Non, je crois qu'il faut maintenant... Je sais que la médiumnité est une mode depuis 10 ans. On est vraiment maintenant dans l'explosion de la médiumnité, de tout ce qui est paranormal. Mais il faut arrêter de créer des légendes, parce que les légendes ne font pas avancer Je trouve que la réalité du paranormal est tellement plus intéressante que les légendes que nous ont circulées, qu'elle mérite toute notre attention. Et de savoir comment évolue un fantôme, à quoi il nous sert, à quoi sert un fantôme. Déjà, à quoi ça sert d'être en contact avec un fantôme? C'est énorme, ça modifie complètement vos neurones. Ça complexifie la vie, telle qu'on l'imagine. C'est plus aussi simple. On sait que partout où l'on va, il y a des gens, des choses. Moi, quand je me promène sur le trottoir, je vois des gens passer qui sont morts. Ils passent sur le trottoir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts, ils continuent de marcher. Le monde est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce que nous imaginons. Il faut bien le savoir. Et il faut... cesser de simplifier les choses. Je trouve qu'il y a une simplification maintenant de la mode, de tout ce qui existe, de gadgets absolument incroyables, de tout ce que je vois, de bêtises incroyables qui sont une insulte à l'intelligence de l'au-delà. L'au-delà est une chose incroyable, intelligente, mystérieuse et qui nous enseigne énormément de choses. Moi, depuis presque 30 ans maintenant que je suis dans ce milieu et que je fais ça, j'ai changé, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai lu quelques-uns de vos bouquins et c'est très frappant. Vous donnez tellement de détails très précis. Par exemple, vous arrivez à décrire les différents types de fantômes. Par exemple, un meurtrier, souvent, quelqu'un qui a fait du mal, ça va être en premier lieu une ombre. Et vous arrivez à donner des détails très précis. Des catégories de fantômes, en fait. Mais qui sont super troublants pour les gens, dont je fais partie, parce que vous parlez de tout ça de façon très naturelle, et nous, comme on n'a jamais vécu ça, c'est assez perturbant en fait. Là, vous me parlez de choses, moi je vous écoute depuis un moment, c'est hyper intéressant, mais c'est waouh. Je vis tellement là-dedans que j'ai l'impression que tout le monde est à même de comprendre tout ça. Je me rends compte, et on me l'a déjà dit, il faut que je fasse attention parce que je parle de choses que moi je vois, que je perçois, dont je n'ai pas peur parce que maintenant, depuis le temps, évidemment, j'ai fait le tour de la question, enfin, quoique pas encore tout à fait, mais je me rends compte que quelqu'un qui n'a pas vu, qui n'est pas là-dedans et qui peut être effrayé, n'est pas forcément à même de comprendre, d'admettre et puis de recevoir l'information. C'est une information quand même très troublante. J'ai lu le livre « Il y a quelqu'un dans la maison ». Oui. C'est un livre qui compile en fait des nettoyages de lieux, etc. Et quand j'ai lu votre bouquin, c'est méga impressionnant. Je sais pas, les activités ou les phénomènes paranormaux qui se déroulent, que vous vivez à plusieurs, c'est assez rare aussi, avec les propriétaires, vous-même. Parce que vous, souvent, un médium peut capter des choses, mais quand un être vivant le capte aussi, c'est assez fou. Et là, vous me dites que je peux vous suivre sur un lieu, mais bien on sûr. y va maintenant, on arrête ce tournage, on y va Oui, maintenant. il faudra bien sûr qu'il faut... alors, vous ne verrez peut-être pas comme je les vois. Mais il peut y avoir un claquement de porte. Vous parlez de... Des phénomènes. Vous savez, les lieux que je choisis
sont des lieux où il y a des manifestations qui sont entendues de plusieurs personnes. Par exemple, ce que je déteste, c'est ce que font beaucoup les médiums américains ou autres, et on vit des choses où on est exclu, d'où on est exclu. Par exemple, on vous dit, rentrez dans cette maison et vous dites, ah oui, vous voyez, ah je sens des choses ici, oh là là, ici. Mais nous, on voit rien, on sent rien. Donc ça n'est pas très intéressant de voir une médium faire, ah non, mais ici, ah je sens un être qui est là. Il faut être là, il faut dire, il y a quelqu'un ici, qu'est-ce qu'il veut, qui il est? D'abord, je vous le décris. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et on va directement dans le vif du sujet. On arrête de tourner autour du pot en faisant j'ai des frissons, j'ai des trucs. Parce que ça, je trouve que c'est un peu inutile. Je crois qu'il faut rentrer dans le vif du sujet. Et on peut vivre, et là, quand on va dans ces maisons où les propriétaires m'appellent. Pourquoi les propriétaires m'appellent? C'est parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur maison. Souvent, ils sont obligés de déménager le temps que quelqu'un arrive pour faire le travail. On a des claquements de porte, on a des apparitions. Quand on est enfant, on voit. On a tous vu étant enfant. Mais quand on est enfant, on voit tellement qu'on croit que tout ce qu'on voit est normal. Je suis persuadée que vous aussi, comme moi, comme tous ceux qui vous regardent, ont vu des choses dont ils pensaient que c'était normal, mais qui n'étaient pas des êtres de chair et de sang. Je pense pas avoir vu un fantôme. J'en suis sûre que vous en avez vu. Ok. Tous les enfants jusqu'à 7 ans ont vu des fantômes, mais sous la forme d'êtres humains. Dans une cour d'école, quelqu'un qui passe à côté. Les enfants jusqu'à 7 ans peuvent voir, ils voient, mais ils ne le savent pas. J'ai été dans plein de lieux hantés et j'ai rarement eu des phénomènes intéressants. Alors, je connais déjà la réponse grâce à vos livres. Il y a un problème de sensibilité notamment. Je pense que c'est ça. C'est que je suis pas du tout ouvert et connecté à ce monde. C'est que vous êtes dans le mental. C'est-à-dire que quand on va dans un lieu pour dire « je veux voir du fantôme », on n'en voit pas. Parce que c'est le mental qui parle. Je vais essayer de guetter des bruits, d'entendre une porte qui claque. Mais là, je suis dans le mental puisque j'ai une caméra à la main, etc. Il faut, quand on va dans un lieu, d'abord avoir une période d'attente et puis d'un seul coup, laisser venir les phénomènes. Il faut avoir quelqu'un qui les déclenche. On ne peut pas non plus aller dans un lieu sans avoir des déclencheurs. Et il faut avoir ou une médium ou quelqu'un du lieu qui ressent et qui a vu déjà pour déclencher. Et il faut laisser venir les phénomènes. Quand les gens voient des fantômes dans des lieux, souvent ce sont des gens qui sont des hypersensibles. Les gens pragmatiques, un peu psychorigiques, ne voient rien. Pourquoi? C'est leur mental qui bloque. Si votre mental bloque, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Je veux les voir, je suis ouvert, j'essaie même des fois de me décontracter. Oui, vous voulez les voir, mais vous êtes sous contrôle en fait. Je veux les voir, j'exerce un contrôle sur moi-même. Or, je vais les voir quand je ne m'y attends pas. C'est toujours quand on ne s'y attend pas. Il y a 2-3 ans, la petite maison qui est à côté, j'ai fait de la peinture, j'étais en train de peindre la salle de bain. Et je sifflotais, j'écoutais la radio, et tout à coup, je sens à la porte une présence. Et je dis, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui me regarde. Donc je ne savais pas si c'était quelqu'un de vivant ou de mort, tellement je sentais cette présence. Je me retourne, et je vois là, sur cette porte qui était ouverte sur la cour, en plein soleil, un homme qui me regarde, qui plisse les yeux, et sauf que c'était pas un homme d'aujourd'hui, c'était un mérovingien. Il avait une tunique jusqu'aux pieds, il était coiffé comme un petit peu comme Jean Reno dans Les Visiteurs, et il était édenté complètement. Et il me regarde, et je fais... Et je ne descends pas de mon escabeau, je ne m'attendais pas. Mais pourquoi il était là? Parce que justement, je ne m'y attendais pas, je faisais autre chose. Ça veut dire que quand je fais autre chose, j'ai baissé ma garde. Pourquoi les propriétaires de châteaux entendent et voient? Parce qu'ils sont en train de faire des travaux de rénovation. Donc ils ne sont pas du tout dans les fantômes. Ils sont en train de repeindre, de casser des murs. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils font en cassant des murs? Ils déchaînent des forces qui étaient emmagasinées depuis des centaines d'années. Emprisonnées dans les murs. Les murs sont des parois de protection contre le temps, d'énergie et de protection. Et comme ils ne s'y attendent pas, ils vont commencer à voir. Et puis aussi, il faut savoir que les fantômes, je parle des fantômes, je ne parle pas des défunts. Je fais un hiatus, il y a une différence entre les fantômes et les défunts. Les fantômes sont les gens qui sont prisonniers de lieux, qui tournent en rond pendant des siècles, qui font le même parcours. Vous allez dans un lieu, un château hanté, le fantôme, il va faire exactement le même parcours tous les soirs. Hein. Il va pas changer. C'est pour ça qu'on dit dans cette chambre, dans ce couloir. Exactement. Et vous expliquez aussi que souvent, ces fantômes n'ont pas de perception de temps. Non. Généralement, ils ne savent pas forcément qu'ils sont morts. Non. Et ils sont souvent bloqués parce qu'ils ont quelque chose à régler, fâchés, exactement. ou ils ne comprennent pas. Ils ressassent. Ils font comme les gens qui ressassent. Là, ils sont là en train de passer, de repasser dans le même parcours et hop, ils tombent sur nous. Et qu'est-ce qu'ils voient d'après vous? Je pense qu'ils ne nous voient pas.
ils comprennent pas trop en fait. Et quand ils nous voient, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas un homme du XXIe siècle, eux qui sont restés au XVIIIe ou au XVIe siècle. Parce que l'avenir, on ne peut pas le voir. On peut voir beaucoup de choses, mais on ne peut pas voir une représentation de l'avenir. Ça n'existe pas. Notre cerveau ne peut voir que du passé, que ce qui a été déjà archivé dans les codes. Donc on sait reconnaître un fantôme du 19e, du 16e, du 13e. Mais un fantôme de 2050, je ne peux pas le voir encore, je ne connais pas ces codes. Alors ils nous voient comment? Alors qu'ils nous voient comment? Bonne question, c'est ce que j'aurais posé comme question, figurez-vous. La première fois, c'était dans un château en Poitou, et je vois, donc on était plusieurs, il y avait un groupe de personnes avec moi, et je vois ce fantôme qui était un type du XIVe siècle, qui me regarde et il me dit partez, partez! Les revenants, je ne veux pas de revenants. Et je dis, je ne suis pas un revenant. Et il commence à prier, en latin, pour me faire partir. Et il me fit des signes de croix. J'étais son fantôme. Mais comment me voyait-il? Parce que moi, je suis du XXIe siècle. Il ne peut pas voir une femme du XXIe siècle en fantôme. Un fantôme voit toujours quelque chose du passé. Et je lui dis, mais que voyez-vous? Et il me dit, une ombre. Un autre qui habitait face à cette maison, qui s'appelait Anselme Mitter-Pituron, qui est venu me voir il y a une dizaine d'années, un homme du XVe siècle. Il s'est arrivé dans cette pièce. Je descends, il était là, assis là, dans son costume du XVe. Chez vous, là? Là, ici, là où vous êtes. Et il m'explique qu'il venait de la maison d'en face, mais qui n'était pas cette maison-là. Il m'explique que là, il y avait une église. Effectivement, il y avait une église avant. Et donc, il vient de l'église, etc. Et je lui dis, mais à qui parlez-vous? Quand vous me parlez, vous voyez quoi? Il me dit, je vous entends dans mon rêve, puisque je rêve là. Donc, à chaque fois, il ne nous voit pas. Et quand un médium dit « j'ai parlé avec un fantôme, il m'a dit « oh, tu es bien belle, tu es bien ceci », ce n'est pas vrai. Le fantôme, il ne peut pas voir en delà de son temps. Il ne peut pas, il est enfermé dans le temps. Il ne peut pas projeter. Et quand je vais dans des maisons hantées, par exemple, où je vois des fantômes, le fantôme, il est resté dans son décor à lui. Même si tout a changé, quand je le vois, c'est le décor d'avant dans lequel lui ne voit pas le décor nouveau. Il voit son décor, il est dans son décor à lui. Donc le décor d'avant, c'est l'espace-temps. Les décors, il n'y a pas d'espace et de temps en fait. Le temps n'existe pas, l'espace non plus. Chacun fait son décor, chacun reste dans son décor. Souvent, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, tu vois pas de fantômes parce que oui, t'es pas sensible, ça on a compris, mais aussi parce que les fantômes ont peur des caméras. Non. Ou dès qu'ils voient les caméras, ils se disent non, on va se cacher et tout parce qu'ils sont malins. Moi, j'y crois pas du tout. Non, c'est pas vrai, ils ne savent pas ce que c'est qu'une caméra. Voilà, mais c'est juste qu'ils comprennent pas et ils ont peur, peut-être s'ils voient de temps en temps. C'est une histoire de fréquence. Mais on peut les filmer? Écoutez, il y a eu des cas de fantômes filmés. Bien sûr qu'il y a eu des cas de fantômes filmés qui ne sont pas des fakes. Alors évidemment, si on va sur Internet, on tape fantôme, on a tous les fakes du monde. Il y a des photos, où il y a des films qui ne sont pas des fakes et où il y a eu des choses qui ont été filmées. Seulement, c'est une histoire de fréquence. Comment un fantôme vient parler à un médium et comment un fantôme peut passer devant une caméra? Parce que sa fréquence est compatible à la fréquence émise par la caméra. C'est la loterie. Pourquoi moi, par exemple, je reçois en message que des militaires ou pratiquement que des militaires, des chevaliers du Moyen-Âge, des gens du XVIIIe siècle, des guerres napoléoniennes, des soldats de la guerre 14. Le dernier, c'est un SS de la guerre 39-45. Je dis un jour, pourquoi que des espions, des agents secrets ou des militaires? On me dit c'est une histoire de fréquence. Ils savent qu'ils ont des entrées en disant oh là il y a une connexion. Oui, c'est ça. Ils savent que c'est très fort parce que je voulais en parler plus tard. Mais effectivement, vous parlez à toutes sortes de fantômes lambda, mais vous avez aussi parlé à des célèbres personnes de sur notre terre, dans notre dimension ici, type Jeanne d'Arc, Oscar Wilde et ce fameux SS, Napoléon évidemment. C'est incroyable. Comment ça se fait qu'ils viennent vous voir vous? Pourquoi vous? D'abord, c'est des soldats. Il y a bien d'autres Oui, il y a d'autres, mais il leur faut... Alors, je ne sais pas le pourquoi, parce que c'est une histoire vraiment de fréquences comme les fréquences dont on parle quand on parle des micro-ondes, etc. C'est une histoire d'ondes, en fait. C'est comme si un esprit a besoin de communiquer et il va mettre son détecteur d'ondes, il va faire tout, il va chercher un médium, il va faire tout, celle-là, elle me reçoit. Elle me reçoit 5 sur 5. C'est comme ça que ça marche.
Il y a des médiums qui captent des gens que je n'aurai jamais. Il y a des gens que je capte que d'autres médiums n'auront pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur les mêmes fréquences. C'est une compatibilité de fréquences, comme une radio qui reçoit certaines fréquences. C'est toute une histoire d'ondes. C'est absolument à l'image des ondes et de l'ordinateur, l'au-delà. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. L'au-delà n'est pas un lieu. L'au-delà est un espace, une dimension. La dimension n'est pas un lieu objectif. C'est-à-dire c'est à l'image de notre culture. Je donne un exemple. Les gens qui font une ENDE, vous savez ce que c'est qu'une ENDE? Bon. Expérience post-mortem. Le cœur s'arrête de battre et il vit néanmoins, il a un souvenir et une conscience qui continue de fonctionner. Ces gens que l'on réanime et qui vous racontent ce qui s'est passé entre le moment où le cœur s'est arrêté et leur réanimation. Et là, ils vivent des choses incroyables, le temps n'existe pas, et ils décrivent des lieux, des villages, des maisons, des ruisseaux, des prairies, de l'herbe vivante, de la lumière vivante. Alors, ça veut dire quoi, lumière vivante? On décrit des lieux où tout est vibratoire. C'est-à-dire que même les brins d'herbe sont vivants et les gens vous disent, c'est marrant, je regarde l'herbe et je deviens l'herbe. C'est-à-dire qu'on est au summum de la conscience. Mais ça ne veut pas dire que c'est objectif, ça ne veut pas dire qu'il y a une prairie avec des brins d'herbe qui sont vivants. Ça veut dire que nous la créons quand nous passons de l'autre côté. Ce sont nos créations, notre conscience. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et la difficulté de la compréhension, c'est que c'est très compliqué la mort. L'au-delà, c'est pas simplement la survie d'un défunt qui s'en va, qui nous embrasse et qui nous aime. C'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire qu'on continue de vivre, on est toujours en connexion, mais on développe une conscience. Notre conscience est quelque chose qui est un monde à l'intérieur de nous, que l'on développe encore plus, et on développe toutes les connexions. En fait, depuis que nous existons, depuis la nuit des temps, vous existez depuis la nuit des temps, hein, Julien. Depuis une éternité, vous existez. Vous avez changé de forme, vous avez changé de société, vous avez changé de dimension. Vous êtes arrivé là, vous allez repartir ailleurs un jour. Mais vous avez fait 1000 choses. Vous avez fait des expériences. Là, vous expériencez plein de choses. Mais vous continuerez encore après. Et vous avez sans doute déjà fait ça ailleurs. Avant, je vais souvent seule dans les lieux hantés parce que à chaque fois, il y a eu des moments de panique où les gens n'ont pas résisté à la tension, où ont perdu un peu la raison, où ont perdu un peu pendant quelques temps. Il y a eu ça, et puis j'ai même eu une amie qui a fait une crise cardiaque en pleine chasse aux fantômes parce c'était trop... Alors c'est des gens très sensibles alors? Non, c'est des gens qui ne s'attendent pas. Alors, on s'attend à vivre des choses, mais on ne s'attend pas à ressentir ce qu'on va ressentir. C'est pas d'écouter, d'entendre des bruits, une porte qui claque, qui fait peur. C'est l'énergie qui se dégage et qu'on va capter à ce moment-là, qui est une énergie surhumaine. Ce n'est pas une énergie humaine, c'est surhumain. C'est-à-dire que ça n'a plus rien de normal et d'humain. C'est décuplé. Mais donc ça, c'est des mauvaises entités? Non, même les bonnes. Par exemple, vous allez être en contact avec quelqu'un de malheureux. Vous allez ressentir une énergie, non pas une énergie de tristesse, mais une énergie de super tristesse. C'est-à-dire quelque chose qui va vous envelopper. Il va falloir résister à cette chose qui va être surhumaine. Tout est surhumain. Et un jour, cette amie, peut-être qu'elle va vous regarder, qu'elle va se reconnaître. On était partis pour voir un château pas très loin d'ici. Et c'est une férue de photos. C'est une geek, une webmaster. Elle est très, très... Et elle avait envie de faire des photos de ce qu'on allait voir. Et puis, je lui avais dit, il peut arriver, et ça arrive de temps en temps, dans des châteaux, dans des lieux très hantés comme celui-là, que des esprits passent, s'emparent de ma voix, de mon corps, rentrent pendant quelque temps et parlent. Et surtout si ça arrive, je ne sais pas si ça arrivera, mais si ça arrive, surtout pose-lui plein de questions. Mais vous êtes comment? Moi je dors, c'est comme si je dormais. D'accord, vous vous endormez. Quand ça arrive, je dors, c'est comme si je perdais connaissance en fait. Mais vous acceptez, c'est-à-dire vous autorisez une... Quelquefois c'est par surprise, hein. Je veux dire, ils arrivent et hop, je les sens arriver, c'est trop tard. Ils ont besoin de s'exprimer, mais ils savent que je suis médium, donc ils ont une fréquence. Elle peut, donc j'y vais. Elle peut, donc j'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe que donc elle était là avec la gardienne et moi je me souviens pas ce que j'ai dit parce que ce qu'elle a dit, l'autre a dit. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue à moi, elle était fort troublée. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Mais rien. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'était pas toi. Mais vous changez de voix? Oui.
tout change, la Tout langue, change. la voix. Le regard, parce que c'est bien mes yeux qui sont là, mais c'est le regard de quelqu'un d'autre. Les yeux restent les mêmes, mais l'expression n'est plus la même. Un jour, j'ai incorporé comme ça, devant une dizaine de personnes, dont un historien qui était présent, un homme du XVIIIe siècle. D'ailleurs, on a retrouvé dans les archives, 6 mois plus tard, son nom. Alors qu'on ne le connaissait pas, c'était un anonyme, mais on l'a retrouvé parce qu'il avait été pendu en place publique. Et cet homme-là, j'ai vu un petit morceau de film, elle a été filmée à l'époque par quelqu'un qui avait un téléphone et qui avait filmé la chose. Et effectivement, c'est très dérangeant, parce que je me vois, c'est bien moi, sauf que le regard, c'est pas moi, sauf que ma façon de me tenir, c'est pas moi, sauf que la voix, c'est bien mon timbre. Mais c'est plus ma voix. C'est-à-dire qu'il parle avec un accent, un français du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avec un accent pas possible, on ne comprend pas grand-chose. Il parle de choses qu'on ne comprend pas bien parce qu'il parle de gens qu'on ne connaît pas, de quartiers qui n'existent plus. Et vous vous dites, il y a quand même une dichotomie entre vous et vous. Vous dites, c'est moi, mais c'est pas moi. C'est très dérangeant. Donc j'en ai vu un tout petit bout, j'ai dit j'arrête parce que ça me dérange. Et quand les gens sont autour et que d'un seul coup, je me mets à être habitée par une entité, que je commence à regarder bizarrement, à avoir une expression... Ça vous arrive régulièrement? Relativement quand même. Ah ouais. Et je dis aux gens, surtout n'ayez pas peur, parlez-lui. Mais parlez-lui. Et les gens sont figés. Parce qu'ils ont peur, bien sûr qu'ils ont peur. Et c'est dommage parce que je dis, on manque des informations. Est-ce qu'un jour vous accepterez vraiment que je vous accompagne sur des... Chiche. Ah non mais dites-moi pas ça. Mais si, bien sûr que si, il n'y a pas de secret là-dedans. Et vous pensez qu'on arriverait à filmer? Évidemment, Écoutez, j'ai bien compris que ce monde était... C'est un monde, on ne sait pas ce qu'on va filmer, on ne sait pas si on va réussir, mais on peut réussir. Vous allez être ma fréquence, vous allez être mon détecteur EMF. Je vais vous brancher utiliser des fréquences et il ne faut surtout pas faire... Ce que font certains chasseurs de fantômes dans la provocation, il ne faut pas provoquer pour attirer, il faut au contraire être attiré dans la bienveillance, ou dans le questionnement, ou dans le sauvetage. Je suis là pour vous aider. Le fantôme, pour exister, a besoin de 3 choses. Il a besoin de l'obscurité ou de la pénombre, il a besoin du froid, il a besoin de l'humidité. Pourquoi il y a tant de fantômes en Écosse? Parce qu'il y a la pénombre, l'humidité et le froid. S'il n'a pas le froid, l'humidité et la pénombre, il y a peu de chances d'en voir. De quoi a besoin un fantôme pour se matérialiser? D'énergie. Il ne peut pas s'en servir dans la caméra, il se dit pas... Parce que c'est pas une énergie qu'ils connaissent. La caméra, les lampes, le son, l'audio, ce sont des énergies. Encore l'audio, ça peut être différent. Il a besoin d'énergie vitale pour se matérialiser. Pas d'énergie fictive, pas d'énergie comme celle-ci. L'énergie vitale, c'est les plantes, les humains, l'eau, la pierre, les animaux. Il ne va pas aller chercher l'énergie dans la caméra. Ce n'est pas une énergie qui va le faire vivre. Elle ne nous ferait pas vivre non plus. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que des fantômes peuvent nous attaquer? Est-ce que des entités méchantes? Est-ce que les démons existent? Est-ce que tout... Enfin, pas rapidement, mais est-ce qu'on peut faire... Je pense poser la question, bien sûr. Qu'est-ce qui est démoniaque? C'est ce qui est mauvais. Le démon en tant qu'archétype décrit dans la Bible, par exemple, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré des entités extrêmement mauvaises, mais qui étaient malincorantes, puis mauvaises, le mal, la perversité, etc. Oui, qu'il fasse du mal. Oui, j'ai été bousculée fortement par des bras invisibles 2-3 fois déjà dans ma vie. On a tenté de me basculer par-dessus une rambarde, on m'a attrapé par le bras, on m'a projeté contre un mur alors qu'il n'y avait personne, et devant témoin, j'ai été soulevée et projetée contre un mur. Oui, il y a des attaques, mais des attaques sérieuses. Et si vous avez peur, alors là, pour eux, c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est une opportunité merveilleuse. J'ai essayé 3 fois d'arrêter. Des moments de ma vie où je disais j'en ai marre, c'est prenant, c'est fatigant, je me sens décalée par rapport aux autres, j'allais travailler, le soir j'avais des fantômes, le matin j'étais en émission de radio, c'est trop décalé, je me dis comment j'arrivais plus, et puis je veux arrêter, je ne peux plus arrêter. En fait, quand j'essayais d'arrêter, je tombais malade, systématiquement je tombais malade, je me vidais de mon énergie. Donc ça veut dire que j'ai pas le choix. Mais ce que j'apprends, c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. Et c'est tellement plus que ce qu'on dit aujourd'hui. Vous voyez, on dit toujours « Ah, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Moi, on parle de l'éveil de la conscience. Tout le monde dit « Mais elle ne s'éveille pas comme il faut, la conscience ». Le problème, c'est qu'elle a choisi la voie du gadget.
Et c'est regrettable, parce que pour s'éveiller, il faut un tout petit peu d'introspection et un petit peu de boulot quand même. C'est pas juste un petit filtre qu'on met devant et c'est pas un petit rituel comme ça. C'est beaucoup plus profond. Et je regrette qu'on n'aille pas en profondeur. Il faut vraiment aller en profondeur. Comment se fait-il que scientifiquement, alors oui, il y a des expériences, il y a des choses, mais comment se fait-il que scientifiquement, on n'arrive pas à prouver que cette dimension existe ou le semblant de quelque chose? On ne l'approuve pas encore. Encore. On avance déjà. Vous savez que la physique quantique est un petit peu dévoyée aujourd'hui. C'est dommage parce qu'elle avait bien commencé et là, elle commence à partir un peu en vrille. Elle a apporté pas mal d'éléments que l'on peut vraiment comparer. Mais moi, je dis dans 2 siècles, on sera bon. Il faut encore 2 siècles. Dans 2 siècles, on aura compris le truc. Et puis aujourd'hui, la science, elle est encore loin. Elle découvre petit à petit. Et ça remet en question tout, ça révolutionne absolument tout. Il va falloir s'habituer à tout ça petit à petit.